Bonjour à tous et bienvenue à ce deuxième débat de cette journée, de ce mercredi, que nous avons intitulé « Développement de la grande distribution en Afrique, quelles opportunités pour le commerce des produits frais ?» Le groupe Carrefour a ouvert en décembre dernier un centre commercial à Abidjan, Côte d'Ivoire. Il prévoit de s'installer au Kenya, en Algérie. Auchan est à Dakar depuis juin dernier. Système U est présent en Afrique depuis plusieurs années et s'est installé au Cameroun en septembre dernier. Mais on peut citer aussi dans le non-alimentaire la FNAC qui prend la route de l'Afrique. Dans la restauration, des restaurants Brioche Dorée, le groupe Le Duf qui prévoit d'ouvrir 30 restaurants dans 7 pays dans les 10 années à venir. Dia est à Conakry, Quick est en Tunisie, on pourrait multiplier les exemples. La grande distribution est vraiment en train d'occuper le terrain en Afrique. Alors pour parler de ce sujet, nous avons invité Anne-Laure Niambal, qui est chargée d'études chez Ipsos Africa. Flora Assin, qui est directrice du développement Commerce Afrique à la compagnie fruitière, et Jean-Michel Huet, qui est consultant pour le cabinet Bearing Point. Et Jean-Michel Huet, vous venez de publier aux éditions Duno, Stratégie internationale, explorer les relais de croissance. Voilà, on essaye de montrer le livre. Bon, on continue quand même. Alors, Jean-Michel Huet, pendant qu'on essaye, voilà, ça y est, on y arrive. Pendant qu'on essaye, quel constat faites-vous sur ce développement de la grande distribution en Afrique ? C'est une réalité du marché africain aujourd'hui, que le développement de cette grande distribution, ça n'est pas entièrement généralisé en Afrique, il faut être clair. Ce qu'on appelle l'informel reste encore majoritaire. Même dans des pays où il est très développé, je pense par exemple l'Afrique du Nord, l'informel représente encore 80% des ventes. Donc encore une fois, on n'est pas encore sur le modèle à l'européenne. Par contre, c'est une vraie réalité, notamment due à l'explosion d'une classe moyenne africaine. Il y a eu quelques études qui en ont parlé depuis 4-5 ans. Aujourd'hui, sur le milliard d'habitants en Afrique, alors ce qu'on appelle classe moyenne, c'est autour de 300 millions de personnes. Après, c'est toujours délicat de donner ces chiffres, parce que qu'est-ce qu'on met derrière ? Mais disons que si on se concentre sur ce qu'on appelle le haut de la classe moyenne, c'est-à-dire des gens qui ont entre 10 et 25 euros par personne dans le foyer par jour pour vivre, ce qui est une classe moyenne, beaucoup en Afrique. Ce qui est beaucoup en Afrique, mais ce qui est en France très très peu. Je rappelle que le seuil de pauvreté en France c'est 50 euros par jour. Mais en Afrique, à partir de vous dépassez les 10 euros par personne du foyer, donc y compris les enfants. Donc si vous avez une famille de 5 personnes, ça fait 50 euros. Et bien là, vous avez des gens qui commencent effectivement à avoir une vraie consommation plus proche de ce qu'on connaît en Europe. Alors avec des écarts, je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Et ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là, oui, vont dans des grands malls, dans la grande distribution. C'est des achats particuliers, mais ça, je pense qu'on en parlera. On a fait des études avec Ipsos sur le sujet. Mais c'est un vrai changement sociologique. Aujourd'hui, dans certains pays africains, notamment de l'Afrique subsaharienne, l'une des sorties du week-end, c'est aller dans les malls, c'est aller dans les grands magasins. Donc c'est un vrai changement sociologique et pas juste de consommation, mais effectivement il y a une tendance de fond qu'on constate. Et là on est en plein dedans, c'est une tendance qui est en train de se développer. C'est une tendance d'une part, quand vous voyez les grands acteurs qui vont dans tous ces pays qui s'installent, vous avez cité les Carrefour, les Auchan et autres, ça démontre bien qu'il y a une réalité de marché. Et encore une fois, ce changement de fond qui est la structuration d'une classe moyenne africaine, c'est un phénomène sociologique et qui s'inscrit dans une très grande tendance. Après, il ne faut pas non plus tomber dans la caricature inverse et se dire tout va changer en moins de 5 ans. Il y a quelques grands noms, je pense par exemple à Nestlé, qui a voulu renforcer sa présence en Afrique en se disant la classe moyenne, tout va changer en 5 ans. On est sur des tendances de modification de marché qui s'étalent sur 10, 20, 30 ans. C'est le début de l'histoire. Par contre, ce qui est très clair, c'est que c'est ce début de l'histoire, il n'y aura pas de marche en arrière. Un peu comme on l'a connu en France. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre de grandeur, ce que représente l'alimentation dans le budget des ménages africains sur cette classe moyenne, c'était la situation en France en 1970. Ça vous donne une comparaison. Vous avez cité Nestlé. J'ai vu que récemment, Bell avait décidé d'ouvrir une usine pour fabriquer des vaches qui rient sur le territoire africain. Oui, je crois que c'est en Côte d'Ivoire, je ne sais plus, le pays. Oui, tout à fait. Et oui, parce qu'en fait, vous avez la grande distribution, c'est un peu ce qu'on voit à la fin, et c'est ce que consomment les gens, mais c'est toute la chaîne
amont qui va être bouleversé. Parce que des acteurs vont se dire, je ne construis pas seulement des grands magasins ou des supermarchés, des hypermarchés, quand le marché le permet, mais je vais aussi construire des usines, je vais aussi produire. Il y a certains États africains où ça va devenir une obligation. Donc si vous voulez vendre sur place, il faut aussi produire sur place. Attention à ça. Et vous avez une vraie logique de structuration de la chaîne agroalimentaire, notamment via des logiques de partenariat public-privé, via des coopératives, où également on va jusqu'à l'agriculteur. Et comment s'assurer? Il y a des grands projets, par exemple actuellement au Ghana, en Côte d'Ivoire, le projet Agraria, qui, par exemple, sur la culture vivrière, vise à faire en sorte que les agriculteurs viennent déposer leur production dans des lieux où ça est mutualisé, ce qui permet derrière, pour la vente, de négocier des prix plus intéressants pour eux. Il faut quand même avoir conscience qu'aujourd'hui, en Afrique subsaharienne, les 3/4 de la production agricole n'est pas vendue. Les 3/4. C'est énorme. Anne-Laure Diambal, vous dont le métier est d'observer la société africaine, vous confirmez ce que vient d'être dit? Oui, je le rejoins évidemment vu qu'on a fait, on a fait l'étude ensemble. Donc pour revenir à ce qu'il a dit, on a 86% des ménages qui vont au moins une fois par mois dans les centres commerciaux. Donc c'est énorme. Mais alors il faut remettre les choses dans leur contexte. Dans le centre commercial, il y a des magasins qui vendent des vêtements, des magasins qui vendent des produits comme le Burger King. Mais il y a aussi le Carrefour eux-mêmes. Donc quand une famille de classe moyenne va dans un centre commercial comme Carrefour, elle cherche de l'exotisme, elle cherche de la sécurité, elle cherche de la fiabilité de produits. Elle veut pas, sinon elle va au marché. Il y en a encore 86% qui vont au marché une fois par mois. Donc elle va pas aller chercher des produits qu'elle connaît déjà dans son marché. Elle veut chercher des raisins, des pommes, des poires, des trucs qu'elle ne connaît pas. Donc c'est une grosse opportunité pour l'import. Voilà. Donc voilà. Oui, donc voilà, vous avez dit qu'il y avait des caricatures, Biz est rentré en jeu. Donc cette nouvelle classe moyenne qui se développe et qui prend le chemin des centres commerciaux, ça ne se traduit pas toujours par un acte d'achat? Pas obligatoirement. Oui. Vous avez observé on appelle en Europe le panier de la ménagère et on commence à l'observer en Afrique? Il y a beaucoup de, comme je disais avec ma collègue, il y a beaucoup de passages, on va beaucoup au centre commercial, mais on n'achète pas forcément tout le temps. Donc encore une fois, on achète les produits qui nous semblent exotiques et on achète on n'achète pas encore au niveau de la France où le caddie sera rempli à craquer. Non, on prend vraiment des produits qui sont attrayants, mais c'est une balade. Pour l'instant, ce n'est qu'une balade. Oui, monsieur Huet. C'est un loisir. J'abonde entièrement. C'est aussi un loisir. On va au centre commercial. Dans certains témoignages qu'on a pu avoir, on s'habille, comme on pouvait le faire dans le temps en France. Ça fait partie. C'est une sortie aussi. Voilà. Ouais, c'est une nouvelle sortie. Et c'est une manière de voir aussi les produits et de comparer, etc. Flora Hassin, vous êtes directrice du développement Commerce Afrique pour la Compagnie Fruitière, qui est un groupe qui est implanté en production en Afrique depuis les années 30. C'est un nouveau métier pour la Compagnie Fruitière de s'intéresser à ce qui se passe dans ces nouveaux magasins? Alors non, ce n'est pas vraiment un nouveau métier pour la Compagnie Fruitière, puisque du fait que nous soyons producteurs de bananes, nous avons toujours eu une politique commerciale sous la sous-région et sur le marché national en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Ghana et également au Sénégal. Ce qui est nouveau, effectivement, c'est aujourd'hui d'avoir un réseau de distribution permettant d'approvisionner la grande distribution, mais pas seulement la grande distribution. Et je me permets de rebondir un peu sur ce que vous avez dit précédemment, c'est que la grande distribution existe depuis longtemps. C'est le développement qui est nouveau, puisqu'il y a des groupes comme Mercure avec des enseignes comme Casino ou Hayat pour la Côte d'Ivoire ou Sococé avec le groupe CDCI qui sont implantés depuis des décennies. Le centre commercial aujourd'hui est effectivement, comme on l'a en Europe, une sortie comme on peut l'avoir ici dans les galeries marchandes, dans les zones industrielles ou avec plusieurs magasins. Et le mode de consommation est en train de changer. Mais il ne faut pas non plus aller trop vite. C'est qu'aujourd'hui, ce qui nous semble désorganisé pour nous, avec un regard, on va dire, occidental, est en réalité organisé. Donc il y a beaucoup de marchés traditionnels qui vendent des fruits et légumes, locaux, mais également d'importation, parce que des produits comme la pomme sont des produits qui sont consommés depuis très longtemps en Afrique. Et là, on parle beaucoup de l'Afrique subsaharienne.
des produits comme la pomme de terre, des produits comme l'oignon, et également tout ce qui est agrumes. L'intérêt aujourd'hui du développement de la grande distribution, c'est déjà d'avoir un environnement concurrentiel qui permet aux consommateurs d'avoir des prix, on va dire, un peu plus raisonnables, puisqu'il y avait un semblant de monopole pendant de nombreuses années, et le fait que d'autres enseignes comme Carrefour CFAO, comme Auchan, voire d'autres magasins veulent s'installer en Afrique, il y a deux raisons. Ils y trouvent leurs intérêts également, puisque le mode de consommation, à travers l'évolution de la classe moyenne, qui aujourd'hui va dans le magasin pour trouver des produits, on va dire effectivement, je dirais pas exotiques, mais je dirais qualité plus, qu'on ne peut pas vendre effectivement sur les marchés traditionnels. Pour la raison simple, c'est qu'il y a des conditions climatiques aujourd'hui qui ne permettent pas de conserver ces produits-là sur ces marchés-là. Et ce qui est aussi nouveau dans la nouvelle génération en Afrique, c'est la sensibilité des consommateurs. C'est-à-dire que ce que nous vivons, nous, en Europe, depuis un certain temps, c'est la sensibilité aux aspects phytosanitaires. Donc, il ne faut pas se tromper aussi dans notre approche. Bon, compagnie fruitière, l'avantage que nous avons, c'est que effectivement, nous sommes en Afrique depuis un certain temps et chaque pays a sa spécificité. On ne peut pas raisonner de manière globale. L'approche que nous allons avoir en Côte d'Ivoire en est une. Nous allons avoir une autre approche au Sénégal, au Cameroun, etc. Puisque la problématique et le mode de consommation ne sont pas toujours les mêmes. Et il ne faut pas négliger toutes les productions locales. L'objectif est de tirer les productions locales vers le haut pour avoir un standard qualité et offrir aux consommateurs des produits de qualité et effectivement d'éviter tous les déchets que l'on peut avoir entre la production et la distribution, qui sont souvent liés à des modes de transport. Donc c'est la logistique qui est je dirais le nerf de la guerre et qui va être une solution à court terme et à moyen terme pour la distribution. Les enseignes commencent à mettre en place des partenariats avec des filières locales de producteurs. Absolument. Ouais. C'est d'ailleurs c'est incontournable. Aujourd'hui, vous pouvez trouver une filière qualité Carrefour Côte d'Ivoire, par exemple. Non, on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Mais aujourd'hui, il y a des accords avec des producteurs qui sont en train de se mettre en place. Nous, par exemple, aujourd'hui, on a un réseau de distribution en Côte d'Ivoire qui s'appelle Océana, où on se rapproche de petits planteurs pour travailler avec un cahier des charges, un critère qualité, etc. Et c'est un travail de formation et aussi présenter aux producteurs que le fait d'avoir une production pérenne et présente toute l'année, même si parfois vous subissez des aléas du marché, ça permet à terme de valoriser vos produits. Donc avoir, comme nous avons ici, une catégorie 1, une catégorie 2 et une catégorie 3. Jean-Michel Huil, vous voulez ajouter juste pour dire, j'abonde entièrement avec ce que vous avez dit. Et dans les points importants, parce que ça, tout le monde ne connaît pas forcément le marché africain. D'une part, oui, effectivement, ce qu'on fait à Abidjan n'est pas ce qu'on va peut-être faire à Dakar ni à Casablanca. Hein. Je rappelle que l'Afrique, c'est 54 pays et c'est 54 réalités différentes, voire plus. Deuxièmement, effectivement, ce que les clients, les consommateurs recherchent dans la grande distribution en Afrique, c'est la qualité. Quelque part, les supermarchés et hypermarchés sont perçus comme du haut de gamme en Afrique. Ce qui n'est pas la logique qu'on peut avoir en France. Ils recherchent cette qualité parce qu'il y a de la fraîcheur, les produits, il y a du suivi sanitaire et autres. Et troisième point important que vous avez dit, et je suis entièrement d'accord, c'est qu'aujourd'hui, une des difficultés en Afrique, c'est tous les aspects logistiques. Je rappelle souvent qu'il y a 400 000 villages en Afrique, seul un tiers a un accès dur. Alors évidemment, les supermarchés, c'est plutôt dans les grandes villes, mais il faut se rappeler qu'avec les questions de douane, avec les questions d'infrastructure de transport, de chaîne du froid qui est parfois compliqué à suivre, il y a des vrais problèmes de logistique en Afrique, et c'est aujourd'hui un des freins principaux. Dans la grande distribution, il y a une partie, c'est les déchets, vous en avez parlé. Aujourd'hui, la structure de tout ce qui est recyclage, de tout ce qui est valorisation des déchets, y compris alimentaires, dans beaucoup de pays, on est encore très loin des normes qu'on pourrait attendre en Europe notamment. Oui, pour revenir sur ce que vous disiez, il y a aussi quelque chose qui est intéressant en Afrique. Bon, il y a les coupures de courant, ce qui, pour le coup, ça peut sembler drôle, mais on a des frigos, des congélateurs qui sont maintenant des placards. C'est-à-dire qu'on range nos parce aliments. Que le courant s'arrête ou voire il n'arrive pas. Donc les aliments se gâtent, se gâtent surtout.
Portugal. C'est façon de parler de chez moi. ça. Surtout quand on est loin des capitales où il y a ce qu'on appelle le délestage, c'est-à-dire Voilà, il y a le délestage. Du coup, les frigos, les congélateurs servent de placard. Voilà. Donc, il faut adapter aussi l'offre à la réalité du continent. C'est pas que... tiens à préciser que les coupures de courant, c'est pas que en Afrique subsaharienne. Il y a aussi des coupures de courant en Afrique du Sud. Donc, c'est vraiment une réalité du continent. Après, Et alors les magasins, comment ils font? Ils ont des groupes électrogènes? Comment ils font pour tenir le Globalement, coup? oui. Après, il ne faut pas oublier que globalement, tout ce qui est réseau de grande distribution sont en général dans les capitales. Ouais. Donc à Abidjan, à Dakar, à Accra. On n'est pas, même s'il y a des développements qui sont en train de se faire dans les autres villes, les problèmes d'électricité ne sont pas équivalents aussi dans tous les pays. Il y a des problèmes qui sont plus ou moins importants. Il y a des villages en Afrique aujourd'hui qui sont équipés d'électricité. C'est des développements qui sont faits de plus en plus. Et après, le réseau de distribution est aussi organisé pour répondre à cette problématique. Et là où je tiens à préciser, c'est que dans les marchés dits traditionnels, ce que nous appelons en Côte d'Ivoire, par exemple, les détaillantes, aujourd'hui sont sensibles aux besoins consommateurs. C'est-à-dire qu'elles vont mettre une gamme de produits et une qualité qui va répondre aux attentes de leurs clients. Donc, contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent imaginer, la notion de qualité existe en Afrique. L'Afrique n'est pas un marché de dégagement. Si vraiment les producteurs, les exportateurs veulent construire de manière pérenne ce marché-là, il faut qu'ils soient sensibles à cela. C'est-à-dire que l'Afrique, on n'en voit pas ce qu'on ne commercialise pas en Europe, bien au contraire. Il faut avoir des critères qualité, il faut répondre à des besoins, s'adapter aux besoins des consommateurs qui vont varier en fonction du circuit de distribution. La GMS, par exemple, va être plus, je donne un exemple, sur des oranges ou des pommes d'un certain calibre, alors que le réseau de détaillantes va plutôt faire des ventes en lot. Donc c'est tous ces détails-là qui ont l'air, on va dire, marginaux pour nous, mais qui ont leur importance si on veut bien connaître le marché. Donc arriver sans avoir cette connaissance terrain et sans être sensible à nos attentes, parce qu'il y a des vraies attentes en Afrique, c'est risqué. Oui, et alors surtout que les jeunes générations s'informent beaucoup. C'est-à-dire que... allez-y, continuez. Et puis, Elles s'informent beaucoup. Donc j'étais au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Il y a un accès assez simple à Internet. Donc quand on va au centre commercial, on regarde, on se dit ah bah tiens, j'ai vu une pub qui disait que on interdit le parabène, par exemple. Je prends ça comme exemple. Pourquoi ça se vend ici? Moi je veux pas, je boycotte, par exemple. Donc il y a une intelligence de l'Africain. Il n'achète pas pour acheter, il achète ce qui va lui apporter quelque chose. Et surtout, qui n'est pas le rejet de l'Europe. Il veut vraiment des produits de qualité, parce que c'est une personne aussi. Donc, il estime qu'il doit consommer le produit de qualité. Il met l'argent pour consommer du produit de qualité, donc il veut avoir sa qualité. Pour paraphraser quelqu'un, l'homme africain est rentré dans l'histoire de la consommation. Ah, largement. Quand on regarde la classe moyenne africaine, 85%... Là, pardon. Quand on regarde la classe moyenne africaine, oui. 85% ont des smartphones. Je dis pas des téléphones, j'ai bien des smartphones. Et en fait, c'est l'accès numéro 1 à Internet. Et grâce à ça, effectivement, et je vous rejoins, ils ont accès à l'information. Et c'est pour ça que la qualité existe bien en Afrique, parce qu'ils vont comparer. Et la classe moyenne africaine est très attentive au mode de consommation, entre guillemets, à l'européenne ou à l'américaine. Ils veulent garder des choses traditionnelles, mais ils aiment bien aussi ce que proposent les Américains, les Européens, et donc ils regardent. Il ne faut surtout pas penser qu'on va les gruger en leur poussant des mauvais produits, ou des produits trop chers. On n'est pas dans le domaine des fruits et légumes, mais en l'été dernier, Ikea a voulu s'installer au Maroc. Bon, il y a eu quelques petites difficultés entre les relations maroco-suédoises, mais une des choses qui a marqué, c'est qu'en fait, ils avaient annoncé les prix, catalogue au Maroc, et ça a fait un véritable tollé, parce que qu'ont fait les Marocains? Ils sont allés voir les prix en Europe, et les prix d'Ikea au Maroc étaient plus chers. Mais ça, c'est deux clics sur Internet. Oui, voilà. Et donc, pourquoi plus cher? Flora? Oui, effectivement, toutes les grandes marques qui veulent s'installer en Afrique, à partir du moment où ils ont une politique tarifaire cohérente, ils pourront effectivement, percer le marché. Maintenant, parce que ceux qui vont aller, je prends des exemples comme la Fnac, des exemples comme Gosport qui s'est installé, Nespresso, les personnes qui sont les cibles de ces magasins-là, c'est des personnes qui voyagent. Donc si les prix consommateurs dans les pays où nous vivons
sont supérieurs à ce qu'on peut trouver en Europe, les gens vont acheter en Europe pour ramener en Afrique. Et ce serait dommage. À côté de ça, au niveau de la consommation, c'est vrai qu'Internet est un point fort puisque tout le monde a un smartphone. Et je dirais tout le monde a accès à l'information, mais aussi à la désinformation. Donc il faut faire attention à tous ces circuits d'information aujourd'hui qui vous donnent beaucoup d'éléments qui sont parfois on va dire périns et d'autres qui le sont un peu moins. Et moi, ce que je trouve assez intéressant sur le marché africain, c'est la sensibilité sur l'équilibre alimentaire. Je veux dire, aujourd'hui, quand on prend la campagne que nous avons eue en France de consommer 5 fruits et légumes par jour, en Afrique, on est sensible à ça. C'est-à-dire que la nouvelle génération, aujourd'hui, veut faire en sorte que leurs enfants mangent des fruits et légumes, de changer le mode de consommation. Après, il ne faut pas comparer le mode de consommation qu'on peut avoir en Occident et en Afrique. Il y a des habitudes alimentaires qui sont liées aussi aux productions locales. Donc, mais à côté de ça, de rajouter des éléments complémentaires pour pouvoir effectivement répondre à un équilibre alimentaire. Et ça, c'est des points qui aujourd'hui sont importants et qui vont donner un peu la cartographie de ce qui va être importé. Mais l'importation, il ne faut pas oublier que sur la partie alimentaire, on va dire sur l'Afrique subsaharienne, en produits frais, représente entre 17 et 23%. Donc les chiffres, ce n'est pas énorme puisque la production locale existe et il y a un mode de consommation qui est déjà inscrit dans les habitudes alimentaires. Et donc nous arrivons en fait en complémentaire et pour arriver avec des produits nouveaux qui permettent de répondre à des besoins qui n'existaient pas et de créer surtout un besoin. Jean-Michel Huet. Je suis entièrement d'accord sur l'importance sanitaire et l'importance des ménages à regarder ce qui est consommé. Après, il y a une phase de transition. C'est-à-dire qu'on a parlé de la classe moyenne qui gagnait au moins $10 par jour par personne. Il y a ce que la Banque africaine de développement appelle la classe moyenne flottante. C'est-à-dire les gens qui viennent juste de s'extraire d'une plus grande pauvreté, donc qui gagnent entre 4 et $10. C'est quand même 15% de population africaine. Donc ces gens-là sont en train de découvrir un mode de vie un peu nouveau. Et c'est souvent là qu'on a des phénomènes, notamment d'obésité chez les enfants. Parce qu'en fait, ils passent d'un mode de consommation où il y avait un repas par jour, au mode 3 repas, mais grosso modo avec les mêmes quantités et les mêmes types d'aliments. Donc c'est là qu'on a effectivement ce phénomène, et c'est après les classes moyennes un peu plus élevées, supérieures, où il y a une attention beaucoup plus grande, un peu comme chez nous, à regarder qu'est-ce qu'on mange et avoir un meilleur équilibre. Mais il y a un effet de transition, et qui aujourd'hui fait qu'il y a un taux d'obésité qui augmente dans beaucoup de ces pays. Anne-Laure ? Oui, donc je voulais aussi rebondir sur ce que vous avez dit. Il y a la place de la femme. C'est-à-dire que la femme, ce n'est plus celle qui va rester, surtout dans les classes moyennes, ce n'est plus celle qui va rester à la maison, attendre que les enfants rentrent et le mari. C'est une femme qui travaille, qui fait ses courses entre le travail et la maison. Donc elle achète des produits qui vont lui permettre d'aller vite. Aussi. Après, elle fait toujours son repas traditionnel qui dure 2 heures, 3 heures, mais elle est déjà dans une logique de comment je peux faire pour que le repas soit prêt, surtout avec le boulot, avec les enfants, comment je peux jongler entre les deux. Donc elle cherche des robots, par exemple, ou du surgelé, des boîtes de conserve. Des plats préparés. Des plats préparés, effectivement. Donc des produits transformés déjà, et dans une dynamique d'aller vite, consommer bien, mais vite quand même. Donc voilà. Flora Hassan, on trouve aussi de la 4e gamme ou des produits qu'ici on appellerait de contre-saison et qui pourraient être... 4e gamme, je dirais pas ça. Il y a une enseigne comme Carrefour qui fait quelques fruits découpés en magasin. On a effectivement dans la grande distribution tout ce qui peut être salade prêt à consommer, carottes râpées, etc. Mais on reste quand même sur un mode de consommation traditionnel. C'est-à-dire que même si, effectivement, les femmes travaillent et les femmes ne sont pas toujours au foyer, c'est plus une autre organisation. Il y a le surgelé, effectivement, qui est présent sur le marché, mais le fait de consommer des produits frais reste quand même un mode de consommation majoritaire et c'est une organisation. C'est-à-dire que si vous interrogez les femmes qui travaillent aujourd'hui, elles vont plus établir des menus, on va dire, hebdomadaires, qui vont leur permettre de s'organiser au niveau des courses, qui vont leur permettre de s'organiser au niveau de la préparation des repas. Et on n'est pas encore dans ce mode de consommation 4e gamme. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, même en France, même si la 4e gamme s'est développée, aujourd'hui, c'est quand même pas le mode de consommation majoritaire puisqu'on a une culture culinaire.
Je veux dire, on est quand même dans un pays où on a une gastronomie. Les pays où les produits transformés se sont développés, c'est plus des pays où il n'y avait pas cette culture culinaire. En Afrique, on cuisine et on aime cuisiner. Donc ça ne va pas changer, on va dire, dans la décennie à venir. Et d'ailleurs, je pense que c'est quand même une bonne chose parce que les fruits et légumes frais, en termes de consommation, il n'y a rien de mieux. Il faut souhaiter que ça ne change pas, oui. Par contre, ce que l'on peut trouver sur les marchés traditionnels, c'est plus les jus de fruits, donc, qui sont faits de manière artisanale. Où je rejoins monsieur, c'est qu'effectivement, l'industrie va être le gros challenge dans les années à venir. Parce que tout ce qui est produit industriel, les purs jus, etc., aujourd'hui n'existe pas. Après, il y a des industries qui ont commencé à s'installer, comme C'est Moi, qui aujourd'hui a fait sa première usine inaugurée en Côte d'Ivoire en juin 2015. Et ce qui est une bonne chose, parce qu'on reste en Côte d'Ivoire, par exemple, le premier producteur de cacao, et sur l'anacarde également. Et c'est dommage que ces produits-là ne soient pas transformés au niveau national. Et c'est vrai que le développement de l'industrie va être une valeur ajoutée dans ce type de produits-là. Donc tout ce qui est jus, tout ce qui est chocolat, tout ce qui est anacarde, etc., qui sont des produits complémentaires. Et je parle surtout pour les jus frais. C'est-à-dire que ce qui est assez étonnant, si vous avez fait un tour dans les magasins en Côte d'Ivoire, c'est que dans les magasins, vous avez une panoplie de jus qui sont faits à base d'œufs, donc qui sont des nectars, alors qu'on est dans des pays où en termes de produits frais, en termes de fruits, on a une panoplie qui est extraordinaire. Et des produits qui sont accessibles comme les fruits de la passion qu'on a quasiment toute l'année à part en saison sèche, la mangue en saison, la banane, l'ananas, des agrumes, même si on apporte des agrumes plus pour un aspect qualitatif, un taux de sucre, etc. Il y a des agrumes aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a des agrumes au Ghana qui servent à faire des jus. Donc il y a quand même une production locale qui existe et qui répond à des besoins. Anne-Laure Diambal et Jamie Salut, c'est important ce qu'ils viennent de se dire, parce que si on constate aussi en parallèle un développement de la transformation sur place, on sait que la valeur ajoutée, elle se fait davantage après la première ou la deuxième transformation. Ça va être un coup de pouce au développement économique de l'Afrique, ça va être des emplois, etc. Ah bah oui, c'est un véritable enjeu. J'étais à Brazzaville en juillet dernier et il y avait une intervention du président ivoirien qui disait lors d'une conférence, il faut quand même rappeler que l'Afrique a raté la deuxième révolution industrielle. C'est vrai que l'industrie, si on enlève l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud et quelques zones où il y a des mines, en Afrique n'est pas très développée. Or, quelque part, le développement de cette classe moyenne qui génère le fait d'avoir des réseaux de distribution, d'avoir de vrais changements dans les modes de consommation, bah c'est aussi une chance, parce qu'il faut faire la transformation sur place, d'avoir le développement d'une nouvelle partie industrielle. Dans certains pays vont l'imposer, il faut que des choses soient transformées sur le territoire, mais même d'un point de vue économique pour les entreprises, et pour les questions logistiques qu'on a déjà évoquées, ou de chaîne du froid qu'on a aussi évoquées, bah là il y a un vrai enjeu à le faire sur place. Anne-Laure Diambal. Moi, je voulais juste rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est par rapport à l'éducation de la population africaine. Alors, il y a... je prends l'exemple du Cameroun et même en Côte d'Ivoire, on regarde beaucoup les chaînes françaises, donc comme TF1, M6, et pour savoir comment transformer ces produits-là, enfin, on a des produits qu'on consomme frais, mais on peut aussi les transformer. Et quand on voit des émissions comme Top Chef ou Star Chef sur Canal qui est consommé entre guillemets par les classes moyennes, on se dit ah bah tiens, je peux faire ce plat-ci avec des fruits que j'ai sur place, avec des légumes que j'ai sur place. Donc ça contribue aussi à éduquer la population sur le potentiel qu'elle a avec les produits locaux et même les produits d'export. Donc voilà. Alors, en parallèle de tout ce qu'on vient de dire, est-ce qu'on constate aussi, ma question s'adresse à tous les trois, à un développement d'une restauration hors domicile, voire une restauration collective ? Ça existe. Aujourd'hui, il y a une restauration hors domicile qui existe, il y a une restauration collective qui existe. Et pour rebondir sur ce que dit mademoiselle, c'est que même au niveau des chaînes africaines, aujourd'hui, vous avez des émissions sur, je vais citer une chaîne comme A+, en Côte d'Ivoire, où il y a des émissions culinaires. Avec des modes de préparation, et ce qui se développe également, c'est le cuisinier qui vient à domicile et qui vous prépare des repas pour vos convives, etc. Donc ça, c'est des modes de consommation qu'on a trouvés ici en Europe et qu'on est en train de trouver en Afrique. Et la restauration collective existe parce qu'il y a les écoles. Donc il y a aussi tout ce qui est, on appelle les ravitailleurs pour les plateformes pétrolières, pour les plateformes militaires, pour l'aérien.
Donc c'est déjà des choses qui existent, qui ne sont pas au modèle que nous avons l'habitude de voir, qui sont en train d'évoluer, mais qui sont existants, avec des normes phytosanitaires qui répondent, on peut dire, aux critères européens, etc. Et c'est en train de se développer. En même temps, les Africains ne sont pas obligés de tout nous copier parce qu'on n'a pas tout réussi non plus. Absolument. Entièrement d'accord. Et ou éventuellement d'aller plus vite que nous. C'est-à-dire le rattrapage du retard, c'est pas juste avoir 10, 20, 30, 40 ans, mais c'est de parfois sauter des étapes. Et ça, il y a quelques beaux exemples où ils y arrivent. On a évoqué la logistique rapidement tout à l'heure avec les problèmes électriques, d'électricité, mais il y a aussi le problème des routes et des liaisons. Là aussi, ça bouge ou ça reste encore compliqué? La logistique, c'est quand même un des problèmes numéro 1 en Afrique. D'une part, il y a la qualité des routes, ça vous l'avez dit. Si on parle en plus de passage de douane, c'est aussi très compliqué, parce que 54 pays, c'est vraiment 54 vraies douanes, avec le temps qui peut être perdu, des contrôles, des droits de douane, même s'il y a des accords qui se développent, on a encore ces problèmes-là. Il n'y a pas de libre-échange de marché unique africain. Il commence à y avoir des choses, mais on est quand même très 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 loin. Chaque pays un peu veut préserver son espace voilà, ça c'est un vrai souci. Mais au-delà de la logistique, et je reviens à un des vrais problèmes, c'est l'électrification. Et derrière, tous les impacts dans nos débats sur la chaîne du froid. Mais aussi bien au niveau de la distribution que par rapport au consommateur final. L'exemple que vous donniez est très juste. Donc on parle de chaîne du froid, c'est aussi le réfrigérateur chez le consommateur, dont beaucoup en Afrique, notamment subsaharienne, c'est moins vrai en Afrique du Nord, servent de placard. Parce qu'à un moment donné, quand on a des délestages ou des coupures d'électricité, ne serait-ce que 2 heures par jour, soit ça rend le réfrigérateur un peu moins utile, ou alors il peut être utilisé, mais mettant un peu d'essence. Donc là, c'est là où on a des groupes électriques, mais ça a un coût beaucoup plus important. Oui, Anne-Laure. C'est aussi la raison pour laquelle on cuisine quasiment tous les jours, pour consommer des produits frais tout le temps. Parce qu'on a du mal à conserver encore des produits qu'on achète. On les conserve, certains, mais quand tu as le courant qui vient pour 6 heures et qui s'en va pour les 6 autres heures, tu te dis, oui. Là, je vais peut-être créer d'autres filières, on va dire. Flora ? Après, il faut relativiser, parce que dans les grandes villes, on n'a quand même pas des coupures d'électricité. Je veux dire, j'habite à Abidjan, mon frigo j'ai pas des coupures d'électricité tous les jours. Voilà, après ça c'est vraiment une donnée qui varie suivant les pays. Après au niveau des réseaux routiers, il y a quand même un gros travail qui est fait et il faut toujours reprendre l'histoire, c'est-à-dire que voir d'où on vient et voir où on est aujourd'hui. Si vous prenez l'Afrique il y a 10 ans et vous prenez l'Afrique aujourd'hui, des pays comme le Ghana ou la Côte d'Ivoire, au niveau réseau autoroutier, je veux dire, on n'a pas honte. Et là où je rejoins M. Masbou, c'est qu'effectivement, il ne faut pas prendre tous les exemples de l'Occident. Il y a de très bonnes choses qui sont faites en Afrique aujourd'hui et ces choses-là, il faut qu'elles continuent. Et il ne faut pas oublier aussi pour des entreprises qui viennent s'installer en Côte d'Ivoire ou en Afrique en général, c'est qu'il faut aussi être un support. C'est-à-dire qu'en dehors du fait de vendre des produits, aujourd'hui apporter du service et contribuer au développement locaux. On ne va pas dans un pays pour s'installer, pour commercialiser, puis après on ne regarde pas ce qui se passe à côté. Donc le fait de créer des emplois, le fait d'accompagner, le fait de donner aussi notre savoir-faire en intégrant la problématique pays et en s'adaptant aussi aux problématiques pays, c'est une chose importante. Donc il faut corriger, mais de manière pérenne pour pouvoir s'installer dans le temps. Oui, j'abonde entièrement. Effectivement, il ne faut pas avoir une vision trop négative. Donc, vous avez raison de le dire. Sur les aspects, notamment infrastructure routière et électricité, aujourd'hui, il y a des financements, notamment des bailleurs de fonds, Banque mondiale, AFD, les autres, qui sont de plus en plus conséquents et qui sont aussi une aide pour éviter, pour rattraper une forme de retard, qui est vrai. Et puis, par ailleurs, la plupart des entreprises importantes, notamment venant d'Europe, qui s'installent, et au-delà même des obligations légales, font un effort quand même, effectivement, pour développer de l'activité au niveau local, des emplois, éventuellement quand il y a besoin de ce qu'on appellerait des startups, mais il y a des incubateurs aujourd'hui en Afrique, et c'est souvent des financements à la fois publics et privés. Donc effectivement, il ne faut pas avoir une vision non plus trop négative. Il y a encore des problèmes, et c'est la vie. Par contre, il y a quand même une progression, une amélioration qui est très sensible. Anne-Laure, vous qui regardez l'Afrique sous tous ses angles, vous confirmez tout ça ?
Oui, oui, je confirme effectivement tout ce qui est dit. Il y a les routes, il y a quand même des routes qui sont, en tout cas pour la Côte d'Ivoire, qui est un peu la success story de l'Afrique subsaharienne. Il me semble, si je dis pas de bêtises, 80% des routes sont bitumées ou pas encore, à peu près. Donc, j'étais en Côte d'Ivoire, étant camerounais, j'ai dit non, c'est pas vrai, parce que chez nous, c'est pas encore le cas. Non, on doit être autour de 50. Même pas, je pense. Mais en tout cas, il y a cet effort-là, justement, de favoriser l'accès au pays. Parce qu'on sait qu'on va tous gagner. Et pour revenir à ce que vous avez dit tous les deux, les jeunes générations et les classes moyennes sont très sensibles à ce que les entreprises font pour elles, c'est-à-dire le sociétal. Voilà, donc quand une entreprise comme Carrefour dit que, bon, moi, je prends les productions locales pour les vendre aux expatriés ou même aux classes moyennes, pour eux, ça fait sens parce qu'ils se disent, bon, ils ne viennent pas juste nous vendre leurs produits. Certes, il y a leurs produits, mais il y a aussi les productions locales et c'est valorisant pour eux, c'est valorisant pour Carrefour aussi, par exemple. Oui, juste quand même, rappeler aussi une réalité de l'Afrique, hein, c'est que 75% de la population africaine est encore sous le seuil de pauvreté. Tel que défini par les instances internationales, avec des grandes inégalités selon les pays. Effectivement, la Côte d'Ivoire n'est pas le plus mal placée, loin de là. L'Afrique du Nord aussi, l'Afrique du Sud, etc. Il y a des grands écarts en Afrique, donc débat, ne pas l'oublier. Et puis encore, la majorité des Africains vivent en zone dite rurale. Bien sûr, il y a des grandes villes, hein, Lagos, Le Caire et autres, en population. Il y a un vrai phénomène d'urbanisation qui est fort. Je rappelle que le premier secteur économique encore aujourd'hui en Afrique, c'est l'agriculture, qui emploie 60% des Africains. Et ça, l'agriculture, à la compagnie fruitière, on connaît. Oui, un peu, oui. Ah oui, absolument. De toute façon, aujourd'hui, effectivement, la compagnie fruitière est d'ailleurs le premier producteur de bananes Afrique, Caraïbes, Pacifique. Avec une politique sociale et une politique environnementale. Et ça a toujours été la volonté de notre groupe, c'est de se développer, mais aussi d'accompagner aujourd'hui dans notre politique RSE au niveau de nos employés, au niveau de la formation, au niveau de la communication. Et c'est un devoir d'entreprise. C'est-à-dire que ce que je disais précédemment, c'est qu'on ne peut pas travailler en Afrique sans s'impliquer socialement et aussi au niveau de la politique environnementale. C'est primordial pour pouvoir, je dirais, faire en sorte que le développement de tous ces pays-là soit périn. Tout à fait. Entièrement d'accord. C'est un élément clé et de plus en plus d'entreprises le comprennent et surtout vont au-delà des obligations parfois légales. Et ça, c'est important. Finalement, un des obstacles quand même au développement reste les difficultés des commerces entre pays avec les frontières difficiles à... Vous le constatez, vous, puisque vous êtes sur plusieurs pays? Oui, alors après, je veux dire, les droits de douane, c'est une obligation internationale et c'est ce qui permet aussi de préserver les productions locales. Donc il ne faut pas non plus aller dans l'extrême d'un côté ou de l'autre. Il faut trouver un juste milieu. Je veux dire, identifier ce qui peut être fait en local et à ce moment-là, effectivement, appliquer des droits de douane. Et après, il y a des produits que l'on ne pourra pas faire en local pour des raisons climatiques. Et là, effectivement, je dirais avoir des discussions pour pouvoir avoir un libre-échange entre les pays. Il y a des accords, par exemple, aujourd'hui, entre les pays de l'UMOA. L'UMOA, oui. L'Union des États de l'Ouest africain, voilà. Voilà. Un quiz que vous voulez nous faire là? Non, mais... C'est vrai qu'on utilise des diminutifs. À force d'utiliser des abréviations, voilà. On a du mal à retrouver les noms complets. Et tout ce travail-là doit être fait par les opérateurs aussi. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des échanges avec les productions, on doit voir ce que l'on peut faire en production locale et après aller chercher ce qu'on ne trouve pas au niveau national et là mettre en place des échanges, de discuter des droits de douane, mais ça doit être des dossiers qui doivent être construits. On n'arrive pas en disant non mais les droits de douane sont trop chers. Oui, ils sont trop chers par rapport à quoi? La question elle est là en fait. Bien. Mais non, chacun, mais un des freins aussi, il y a les droits de douane, c'est quand même aussi une question, mais c'est pas que sur ce segment-là, sur d'autres marchés. Et c'est aussi parfois le temps d'attente et le temps de gestion des dossiers ou des transports, etc., au niveau des frontières.
Parce que ce qu'on appelle, il y a l'impôt fiscal et puis il y a l'impôt papier aussi. Et le fait de dire, telle marchandise va attendre tant de temps avant d'être contrôlée, dans certains pays africains, c'est un vrai problème aujourd'hui. Bien. C'est quoi le mot de la fin? C'est ça? Oui, Non, c'est allez-y. juste pour dire que justement par rapport aux évolutions des comportements alimentaires, donc Ipsos lance une étude qui s'appelle Africatable. Africatable. Africatable, qui Oui. permettra justement d'étudier les changements de comportement alimentaire des Africains. Si on parlait de surgelés, de produits comment on appelle ça? Transformé. Transformés, Ouais. merci. Donc ça permettra justement de savoir, d'avoir déjà l'historique et de savoir comment ça a été modifié et pourquoi ça a été modifié. Donc, voilà. Et quand est-ce que les premiers résultats vont Ah, être là, connus? il faut voir avec Ipsos. Il faut voir avec ça. D'accord. Bon, ben, écoutez, merci à tous les trois. Vous avez dit Anne-Laure tout à l'heure, on va tous gagner. Ben voilà, ce sera le mot de la fin. Merci à tous.